Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Et aujourd'hui, on va parler du tabou et du fait qu'on peut rire de tout avec Thierry. Et je te laisse te présenter, Thierry. Bien, merci Clément. Voilà, tu as presque tout dit. Je m'appelle Thierry Rebolo. J'ai 55 ans. Et oui, rien que d'y penser, ça me fait drôle. 55 ans et je suis né à Paris. Je vais vous la faire courte quand même. Je suis né à Paris. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie sur Paris. Les 10 années suivantes sur Bordeaux, où j'habite toujours. Donc, scolarité, études, tout ça à Bordeaux. Et après, j'ai commencé à voyager pendant une dizaine d'années. Je suis parti à l'étranger. J'ai commencé comme géo, gentil organisateur dans des villages de vacances. J'ai fait ça pendant 3 ans, 5 saisons d'affilée. J'insiste là-dessus parce que c'est épuisant, en fait. Et, euh, et ensuite, bon, bref, je me suis installé au Kenya après avoir fait de multiples pays. Je suis resté 5 ans au Kenya. Euh, où là, après avoir vendu des excursions, des safaris pour une boîte française, euh, je suis resté sur place un peu plus longtemps que prévu. Voilà, après, j'ai fait une petite incursion comme stagiaire dans le pétrole, un truc qui m'est tombé dessus. Allez savoir pourquoi. J'ai traduisé des réunions français-anglais avec un bon dico. Voilà, donc là, je suis allé en mission en Chine, machin, tout ça, Taïwan. Voilà. Et j'ai toujours eu cette envie de d'écrire. Pour revenir au spectacle, j'ai toujours eu cette envie tout au long de ma vie d'écrire. Alors, ça a été un livre inspiré de tout ce dont je viens de vous parler, tous ces voyages, un livre qui s'appelle Les secrets de l'enchanteur. Et ça a été aussi en suivant, après avoir été donc père aidant, puisque j'ai été diagnostiqué bipolaire lors d'un de mes grands voyages, et là c'était en Australie, c'est le sujet de ce que j'évoque dans mon confessacle, conférence spectacle, confession spectacle, bipolaire, bi-happy, comme quoi on peut avoir des troubles bipolaires et on peut être parfaitement, on peut même être stabilisé, ce qui est extraordinaire quand ça vous arrive. Mais pour ça, il faut être patient dans tous les sens du terme. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur ma présentation. J'espère pas avoir été trop long. C'est très bien. En fait, on parle d'un sujet entre les lignes qui est de parler publiquement de sa bipolarité et qui est quand même pas toujours simple. Moi, pour t'expliquer, moi j'ai été diagnostiqué, j'avais 29 ans et j'ai fait ma première dépression, j'en avais 19. Et c'est vrai que bah, déjà, ça a mis du temps au niveau du diagnostic. Et ensuite, c'était un peu bizarre, je ne savais pas trop comment annoncer. Bah, ma copine de l'époque, Alice, qui est devenue mon ex, bah, que j'étais bipolaire. Compliqué à annoncer aussi à mes amis, dans mon boulot, enfin, pas simple. Et je voulais savoir comment toi tu fais et qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à même le mettre en avant, en fait, ce qui est assez cool. Ouais, je comprends tout à fait ton parcours, hein. Moi, j'ai pas eu le même parcours parce que, enfin moi, ça s'est déclenché. J'avais 33 ans. J'ai fait un délire mystique, donc je vous donne les clés. Hein, 33 ans, l'âge du Christ. Donc j'ai suivi le thème que j'avais cru comprendre. Donc, quand je décompense pour la première fois de ma vie, je suis en Australie en train de camper. Je change tous les 2, 3 jours de site. Je me retrouve dans le désert. Enfin bon, bref, c'est ce que je raconte sur scène. Euh, mais ça, c'est en 2001. C'est-à-dire que mon confestac, j'ai commencé à l'écrire en 2019. J'ai commencé à le jouer en 2022. Il a fallu un certain nombre d'années pour que je me dise, allez, ok, t'aimes bien la scène, tout ça, et tu vas non plus te cacher derrière un personnage ou des personnages, mais tu vas jouer et tu vas plus jouer, j'allais dire jouer ton propre rôle, mais non, finalement, on ne joue plus. Donc, ça a été une décision que j'ai prise comme ça. Je me suis dit, ok, il y en a qui font leur coming out.
Ben moi, j'ai fait ce que j'aime bien dire, mon crazy out. Voilà, c'est-à-dire j'ai dit à tout le monde, voilà, oui, j'ai eu des problèmes sur le plan psychique. Et oui, pour certains, je suis devenu ce qu'on appelle un fou. Et justement, pour qu'on arrête d'avoir ce dialogue-là, qu'on utilise ces mots-là pour définir ces pathologies qui touchent le psychisme. Ouais, et c'est tellement important parce que bah, c'est encore tabou, c'est encore stigmatisé, et c'est pour ça que c'est important justement de parler de ces choses-là. Et c'est vrai que l'humour est un très bel outil. Et c'est vrai que moi, j'aime pas le côté même apitoiement ou victimisation. C'est pas un truc qui me correspond du tout. Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Tout à Et fait. vraiment, tu vois, de donner une autre image aussi. Moi, je le fais à mon niveau bah, avec l'entrepreneuriat, de dire, bah, en fait, on est capable de bosser à temps plein et de gérer sa bipolarité et que ça roule nickel. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien de. Moi, j'aime bien cet angle-là. Parce que sinon, ça fait un peu, ah, pauvre petit chou, tu n'y arriveras pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ça me fait penser à un commentaire sur mon site. On peut essayer des commentaires quand on a vu le Confestac. Et il y a une jeune femme, je crois que 22, 23 ans, qui a dit que justement, quand on voit le Confestac, on n'a pas pitié de moi en l'occurrence. On n'a pas pitié et on découvre la bipolarité. Alors attention, j'ai pas la prétention de dire voilà la bipolarité, être bipolaire, c'est ça, c'est ce que je vous raconte moi sur scène. Non, ce que je raconte sur scène, c'est ma bipolarité, comment moi je l'ai vécu, comme toi tu as pu la vivre, Clément, ou la vivre encore. Euh, et voilà, et ça c'est important, je pense. Et justement, tu peux un petit peu la raconter. Comment tu fais pour justement la raconter sans justement te mettre dans une situation où les gens ont pitié? Ah ben alors là, c'est un grand mystère. Je crois que, en fait, alors, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Alors, dû au traitement, dû aux diverses crises que j'ai eues, notamment maniaques, hein, en ce qui me concerne, pendant mon existence. Depuis que j'ai été diagnostiqué bipolaire en Australie, j'en ai eu beaucoup de crises. Donc, j'ai des problèmes, voilà, pour mémoriser certaines choses. Mais par contre, ce que je sais, c'est raconter mon histoire. Je suis un raconteur. Je suis pas un humoriste en fait. Je suis un raconteur d'histoires vraies. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mon Instagram que je n'alimente pas parce que j'ai plus de temps. Donc c'est comme ça que je me définirais quoi. Un raconteur d'histoires vraies. Et il se trouve que les histoires vraies que je raconte, l'histoire vraie que je raconte en l'occurrence, c'est la mienne. Euh, je pense que je ne fais pas pitié pour répondre à ta question parce que je je reste souriant, authentique. Enfin, je reste moi-même en fait. Je pense que les gens ils captent aussi si tu leur communiques un truc un peu trop dans le pathos, euh, pour être un peu vulgaire. Hein. Alors moi, je ne dis pas, surtout pas, que tous ceux qui témoignent, parce qu'on envoie des vidéos sur YouTube ou autres de personnes qui témoignent de leur douleur, de comment eux ils vivent. Et franchement, comment je pourrais qui je suis pour leur jeter la pierre, quoi. Donc, il faut aussi considérer ces gens-là euh, qui parlent à d'autres personnes qui s'y retrouvent plus que dans mon confesseur. Par exemple, une fois, bon, c'est pas arrivé souvent, mais une fois, il y a une personne qui est venue voir mon confesseur, qui était aussi qui avait des troubles bipolaires et qui m'a dit à la fin, enfin pendant tout le confesseur, elle disait, elle soufflait, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et à la fin, elle est venue me voir en me disant, oui, mais vous n'avez pas assez souffert. Vous n'avez pas souffert comme moi, j'ai souffert. Donc ça m'a fait un peu de peine sur le moment parce que je le fais avec authenticité et je donne beaucoup de ma personne. Mais en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vrai, peut-être que je devrais parler un peu plus des gens qui, eux, font peut-être des trucs qui paraissent un peu moins drôles, comme des tentatives de suicide, ou, parce qu'il y en a beaucoup, hein, comme tu le sais certainement, euh,
de personnes bipolaires qui ont beaucoup de phases down, on peut arriver à se supprimer, ce qui n'a jamais été mon cas. Bon, je me suis quand même retrouvé dans la rue, hein. Je me suis retrouvé dans la rue, aller manger à l'Arbre du Salut, etc. Mais ça n'a pas duré des années. Mais ça m'a suffi pour comprendre que ben, ce que je voulais en retenir aussi pour me sauver moi-même et le communiquer après aux autres, c'était ben, le fait qu'on peut s'en sortir et être stable, stabilisé. Alors là, il y a un gros traitement. Je sais pas ce que ça en est pour toi, mais moi, j'ai la dose. Ouais. Ah, bah, je prends des médicaments aussi. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est intéressant parce que moi, je m'étais pas vraiment posé cette question parce que je suis comme toi, du coup, j'ai une bipolarité et j'ai souffert, mais j'ai peut-être pas autant souffert que certains. Et c'est même sûr, je pense être relativement chanceux, entre guillemets, dans cette différence. J'ai pas fait de tentative de suicide, j'ai pas été hospitalisé. Alors, j'ai morflé avec des dépressions, j'ai fait des conneries pendant les phases maniaques, clairement, hein. Ça, je peux en Ouais. parler pendant des heures, et des trucs débiles où je me suis fait virer parce que j'allais voir le boss en disant que c'était pas bien, enfin bon, bref, mais tu vois, des trucs comme ça. Mais bon, et ça, ouais, il y en a qui ont encore plus morflé, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est bien tu vois, upstage, c'est les étapes de l'espoir, en fait, si tu le traduis. Oui, Et pour moi, l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et d'avoir ce côté de dire, en fait, OK, c'est dur, mais on peut réussir, on peut s'en sortir, on peut se stabiliser, c'est ce que tu disais, Thierry. Mais après, en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus. Enfin, il faut dédramatiser et en même temps, il y a des gens qui souffrent. Comment tu penses qu'il faut faire par rapport à ça? c'est une super question et je vais faire une réponse politique. Je vous remercie de me l'avoir posée. Non, non, comment je fais? Ben, en fait, franchement, c'est comme si je faisais abstraction de, comme si j'ai mis entre parenthèses vraiment 15 ans à peu près de souffrance. Alors voilà comment je fais. C'est-à-dire que je pense que le mental, parce que c'est compliqué de soigner un trouble psychique avec le mental. C'est compliqué. Euh, Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire à un moment donné. Alors, il y a plein d'autres termes que soigner le mental par le mental, etc. Hein. Il suffit de dire se prendre en main, pas, pas lâcher l'affaire. Enfin bon, il y a plein de. Alors, comment je fais? Ben, c'est très personnel, en fait. C'est pour ça que quand j'entends les gens, ben, la critique dont je t'ai parlé tout à l'heure, ou alors des personnes que je vois, qui ont, comme tu le dis, moins de chance que moi. Je me mets, je me dis quand même, moi, c'était quand même joyeux, mes délires. J'étais le Christ et je voulais sauver l'humanité. Bon, j'ai fait des trucs. J'ai quand même été enfermé plus d'une fois. Hein. J'étais à l'isolement cardiaque, on m'a attaché sur un lit, enfin, la contention. Oui, j'ai connu des trucs bon, qui maintenant me font sourire, voire rire. Je l'évoque sur scène. Il se trouve que ma prochaine date, en plus, un de mes sponsors, c'est Cadillac, et je suis mort de rire. Des années plus tard, si un jour on m'avait dit que ceux qui m'ont attaché un jour, eh ben, ils feraient la promotion de mon confessac et que grâce à eux et la vie de ces Socrates, je pourrais jouer mon confessac. Enfin bon, bref, quoi. Je trouve que faire confiance à son destin, je sais pas, ça parlera pas à tous, mais faire confiance à, à la vie, quoi, à son futur, j'allais dire, à ce qui n'existe pas encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, c'est l'espoir. On revient au mot que tu as utilisé qui est hyper important. C'est donner espoir, c'est donner l'espoir. Tout au début, hein, quand j'ai fait mes premières dates, que j'ai fait avant de créer ma boîte en tant qu'artiste-auteur, je fais quelques dates comme ça bénévolement. Euh, je le faisais pour moi. C'est-à-dire que je m'étais dit, purée, je m'en suis sorti à un tel point que je vais même pouvoir faire ce que j'adore,
de la scène et raconter mon histoire, qui est quand même une histoire extraordinaire. Et petit à petit, en faisant confiance, en faisant confiance et connaissance avec le public, les publics, quelques dates, je me suis aperçu que ben, il y avait cette notion d'échange, d'espoir. On se nourrissait les uns les autres à un tel point que après le Confestacle, je faisais une séance de dédicace de mon bouquin là, qui parlait donc de ce que j'ai vécu juste avant d'être diagnostiqué bipolaire. Euh, et je l'ai arrêté de faire ça. Et maintenant, j'ai mis en place un échange avec le public à la fin des 1 heure, voire 1 h 30, parce que parfois, comme j'improvise, et parfois, ben, je pars en sucette et on sait pas trop comment ça va s'arrêter, mais bon, ça s'arrête à un moment donné. Et à la fin, je finis donc avec un échange avec le public, euh, à bord de scène, comme on dit. Et c'est génial parce que je rencontre les gens finalement. Il y a des questions, il y a direct, il n'y a pas de tabou. Et ça dure une bonne demi-heure, quoi, 20 minutes, une demi-heure en plus, ça prolonge le Confestacle. Et voilà, donc on resterait sur cette note d'espoir. Ouais, et c'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent? Alors, c'est une bonne question, ça. Les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est bon, je sais pas. Une dernière question, la dernière fois, là, on m'a posé une question. J'étais place de la Victoire à Bordeaux, organisé par la fac de psycho. Et donc, beaucoup de gens qui sont, si tu veux, dans le métier, voilà, des gens concernés, pas concernés, il y avait de tout, mais aussi des gens, des étudiants, tout ça. Et puis, il y a une dame qui m'a posé la question, qui m'a dit, et comment, si vous voulez bien en parler, comment ça s'est passé pour votre vie intime? Ben, justement, ce que tu as évoqué au début, et tu as peut-être remarqué que j'ai pas mentionné de vie intime parce que, en fait, il y a rien eu de vraiment sérieux. Pour être tout à fait clair, hein, je cache rien moi non plus comme toi. Hein. J'ai vécu une belle histoire pendant 3 ans avec une femme que j'avais rencontrée en Turquie, quand je travaillais en Turquie, dans un hôtel club. Et voilà, et on a vécu ensemble en voyageant, tout ça et tout, pendant 3 ans. Mais sinon, je n'ai eu que des histoires. Alors, j'aime pas dire ça en lendemain, parce que moi, c'est toujours des histoires qui laissent quelque chose, une trace, tu vois, une marque, un souvenir. Donc, donc voilà. Bon, bah, j'ai fait une pirouette en fait comme réponse à cette question. J'étais pas aussi préparé que maintenant parce que j'ai eu le temps d'y repenser finalement. Et je lui ai juste dit, comme j'ai un petit peu dans mon coin, j'ai juste dit, bah écoutez, là je suis à 4 mois. Et puis je m'en suis sorti avec cette pirouette. Après, d'autres questions, franchement, je me rappelle pas parce que je suis dans. Faut te dire que, tu sais, c'est comme si c'est vraiment une conversation, quoi. C'est c'est voilà, c'est une conversation. Donc ça peut être sur le traitement. Voilà, est-ce que le traitement, est-ce que vous prenez beaucoup de cachets, est-ce que médicaments, ben oui, oui, j'en prends beaucoup, beaucoup trop. Enfin, ouais, suffisamment, disons que pour me stabiliser, parce que ça aussi, c'est le traitement, ça je l'explique aussi. C'est si on l'arrête, j'ai essayé plein de fois hein, avant de dire ça. Si on l'arrête, à un moment donné, ben, reprise, quoi. Hein. Moi, pendant 4 ans, après ce fameux épisode à Cadillac, pendant 4 ans, j'ai été hospitalisé tous les 8, 9 mois. Tous les 8, 9 mois, c'était allez hop, enfermé, quoi. Donc, donc voilà. Je me rappelle, franchement, je me rappelle pas de toutes les questions, enfin de beaucoup de questions finalement, tellement c'est comme si, tu vois, dans une conversation, on te disait ah bah alors qu'est-ce que t'as dit à tel moment à ce sujet ou voilà. Ben j'ai du mal moi. Et en plus j'ai des problèmes de mémoire, donc j'ai j'ai du mal à m'en rappeler. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on me pose la question, je suis présent. Même si en cours de réponse, je dis mais c'était bien ça votre question parce que j'ai quelques trous parfois. Voilà. Ah ouais, non, mais je te dis ça parce que moi, je fais plutôt des conférences en entreprise pour parler justement bah, de la santé mentale, mais aussi de la bipolarité, même des troubles psychiques hein, de manière générale.
puis un petit peu comment est-ce que tu fais pour travailler aussi avec une personne bipolaire, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que quand tu es dans les questions, tu es tellement dans le truc que tu termines, c'est comme si tu avais coupé ton C'est cerveau et ça, que tu sais plus ce qui s'est passé, quoi. c'est ça, Ouais, exact. c'est ça, Ah hein. bon, ben, je suis content que que t'es le seul. Mais ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça m'intéresserait, tu vois, de filmer pour savoir un peu comment j'ai fait, en fait. Parce que, ouais, je suis un peu comme toi, c'est vraiment l'authenticité, quoi. Tu mets tes tripes, tu mets ton histoire. Moi, j'ai eu du mal au début, tu vois, à parler aussi de certaines choses, et je le fais de plus en plus. Moi, par exemple, j'ai fait l'erreur, j'ai pas mal fumé de cannabis, après, t'appelles ça comme tu veux, mais moi, j'ai fait cette erreur quand j'étais plus jeune, en gros, entre 21 et 25 ans. Et je pense que ça m'a explosé le cerveau et ça m'a vraiment pas aidé sur la bipolarité, quoi. Parfaitement d'accord, totalement d'accord. Je l'évoque aussi dans le contexte là que le cannabis. Euh, Moi, j'en ai pris pendant 12 ans, non-stop, au quotidien, plus les apéros, plus les voyages qui te déstabilisent, tu sais, les aventures amoureuses qui te déstabilisent aussi. Enfin bon, bref, ouais. Ouais, ouais. Et oui, t'as parfaitement raison. Et c'est prouvé, démontré par des professionnels, par les scientifiques, que effectivement, oui. Alors, on n'est pas tous égaux. Hein, c'est pareil. Hein, le cerveau, on n'est pas tous égaux. Mais que si tu as une petite défaillance, on va dire, eh ben là, avec le cannabis, ça s'engouffre dans les. Je crois que c'est les synapses. Je sais pas comment on dit enfin bon, bref, quoi, ça, au niveau de l'électricité dans le cerveau, quoi, ça fonctionne moins bien. Ça peut court-circuiter, voilà. Donc, ouais, t'as raison. Ouais. Et il y a un truc que tu dis, et tu vois, c'est marrant parce que j'en prends un peu conscience, c'est que, enfin, là, actuellement, donc, je suis en couple, ça se passe très bien, ça fait à peu près 2 ans. Et après, au moment où ça sera publié, ce sera plus. Du coup, là, actuellement, ça fait Dans pas. 8 ans, quand est-ce que Non, tu veux le non, publier? donc, généralement, il y a 6 mois d'intervalle entre les deux. D'accord, ok. Parce que j'aime bien prendre un peu d'avance, comme ça on est sûr d'être régulier et c'est important. C'est très Euh, bien. mais du coup, si vous entendez ce podcast, il a été tourné il y a 6 mois. C'est ça, on voyage dans le temps. Ça, t'as tout pour me plaire. Ouais, J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Et en fait, ouais, il y a une part de moi qui a un peu envie aussi, tu vois, pareil, d'aller faire, le voyager partout dans le monde, de vivre plein d'aventures. Et il y a une part de moi qui me dit, ouais, non, c'est quand même bien, reste, moi je suis à Paris, reste à Paris, il faut que tu aies des routines saines, il faut que tu aies une copine. Et tu vois, je suis heureux dans cette vie-là. Et maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est je prends des vacances quand même. Je prends pas mal de vacances. Je prends à peu près 8 semaines de vacances par an. Et bien. je fais 2 grands voyages. Et deux, voire un dans le pire des cas. Mais j'essaie d'en faire deux. Et vraiment, généralement, je fais 2 semaines avec ma copine et je fais une semaine solo. Et par exemple, cette année, moi, j'ai fait Colombie et tu vois, j'ai fait l'année d'avant, j'avais fait île Maurice, Chine. Et tu vois, j'essaye de faire 2 grands voyages comme ça. Et en fait, j'ai cette côté où pendant 2 semaines, je suis avec ma copine, c'est super. Et pendant une semaine, j'ai quand même ce côté, ouais, où je fais un peu, quand même, je découvre des gens, etc. Et c'est ma petite semaine, genre, ouais, un peu exploratrice. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé cet équilibre qui me convient bien et je suis assez heureux avec ça. Où voilà, j'ai quand même les grands voyages de 3 semaines pour sortir un peu de la routine et en même temps, j'ai quand même ma routine. Mais je suis tenté aussi d'avoir le côté où je fais full voyage pendant un an, quoi. Enfin, même un an, je pourrais voyager des années en théorie. Et toi, qu'est-ce qui a fait le switch? Parce que j'ai l'impression que là, tu es quand même, t'as ton spectacle, t'as ton spectacle, pardon. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait le switch et comment ça s'est passé justement? Alors déjà, bravo pour ce que tu fais, parce que
tu voyages beaucoup finalement. Euh, et je sais, tu vois, bon, c'est sûr qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Bon, sauf que je suis rentré quand je suis rentré donc dernier grand voyage. Oui, 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 ok, j'ai un peu voyagé après. Ouais. Euh, Ta question, c'était quoi, pardon? C'est comment, parce que j'ai l'impression que tu as eu cette vie à un moment où tu étais tout le temps, tu vois, tu me parlais de la Turquie, tu me parlais du Kenya de mémoire, où tu as beaucoup bougé et tu as fait des jobs, à l'air de rien, qui sont quand même assez intenses. Enfin, tu vois, tu étais au Club Med ou dans un équivalent, c'est ça? Oui, un équivalent, oui. Ouais, c'est ça. Donc, et donc, tu es un peu tout le temps dans le côté un peu fête, un peu. Enfin, t'as pas mal de tentations. Et, et d'un côté, c'est ultra cool. Enfin, moi, je sais que j'adore faire la fête, mais en même temps, je sais que c'est pas trop bon pour moi. Et comment ça s'est passé et comment tu as fait ce switch? Parce que je pense que moi, je suis pas le seul à me poser cette question-là et c'est intéressant, je trouve, justement, d'en parler. Alors, ça a été hyper long. Ça a été hyper long. Euh, je t'ai dit que en 2001, première décompensation en Australie. Aujourd'hui, on est en 2024. Ça fait 13 ans ça fait 8 ans que je suis stable et ça fait 13 ans que je travaille au même endroit. Je travaille à temps partiel à l'Université de Bordeaux en tant qu'adjoint administratif, donc un truc qui fait moins rêver, mais il y a une bonne ambiance. Donc, franchement, non, je me plains pas. Même loin de là. Ça a été salvateur, justement pour poser les valises. Et juste, ce qui a été charnière, à part quand j'ai décidé de me soigner, de prendre un traitement, donc après plus d'hospitalisation. Ensuite, il a fallu que j'ai fait un chantier d'insertion pour sortir un peu la tête de l'eau. Donc pendant un an, j'ai fait un chantier d'insertion en vocation culturelle avec un peu de théâtre, notamment. Et donc ça m'a plu. Et ouais, parce que j'étais complètement désocialisé, quoi. Moi qui suis très sociable, je- j'avais peur de tout, quoi. Peur de communiquer, peur des autres, du regard des autres, de ci, de ça. Alors, ce qui a déclenché, je crois que c'est le temps. Le temps et la persévérance, quoi. Tu vois, ça s'est pas fait comme ça, un truc, un déclic. Sinon, le déclic par rapport au fait que j'ai pris des médicaments après, j'ai suivi un traitement, c'est que j'en avais marre de voir mon frère et ma mère me courir après dans les bistrots. Je racontais à tout le monde que c'était la fin du monde, mais qu'il fallait pas s'inquiéter, ils allaient tous arriver dans des soucoupes volantes. Enfin bon, bref, moi, je suis allé assez loin dans le délire, très loin. Je crois que je suis allé aussi loin que j'ai pu. Et j'ai fait le voyage en sens inverse, c'est-à-dire que je suis allé aussi loin que j'ai pu pour me retrouver. Et finalement, cette maladie m'a permis de me retrouver, mais en mieux. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est devenu, c'est devenu comme un ange. Ce garde-fou est devenu un ange gardien finalement. Et parce que je le sais maintenant, tu vois, que le pétard, c'est plus pour moi. Je sais que je vis normalement. Sinon, à côté de ça, quand il y a une soirée, je bois des verres et tout, mais pas à outrance non plus. Je vis normalement. Je vis normalement. Et je suis bien content d'avoir posé les valises, même si bon, je suis retourné au Kenya pour des vacances, en Floride, il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai des amis, tu vois, dans ces pays. Donc, voilà. C'est la Colombie, tu m'as dit. Tu es allé en Colombie, je ne peux pas te dire quand on dit j'ai fait. Tu es allé en Colombie. Je trouve ça génial aussi, tu vois, ça me fait rêver. Non, mais c'est ça, et c'est trouver un peu son équilibre, et c'est pas simple, parce que je trouve que les tentations sont peut-être même encore plus fortes pour nous. Enfin, je parle pour moi, mais pour la plupart des personnes qui sont bipolaires que je connais, il y a ce Oui, côté où, bah oui, enfin, on va pas se mentir entre nous, enfin, c'est ce côté où quand tu es un peu up, quand tu es prêt, tu peux tout faire, enfin, t'as peur de rien, tu peux aller rencontrer n'importe qui, aller parler à n'importe qui.
et que demain, si on t'explique que, j'en sais rien, il faut aller chasser un orque, bah tu vas aller chasser un orque, quoi. Tu vois le truc. Ouais, c'est ça. C'est bien résumé. C'est un bon exemple. En tout cas, il y en a tellement. Mais c'est la chasse à l'orque, je connaissais pas. Ouais. Je sais pas si Enfin, ça existe, hein. Parce que je en pense que phase maniaque, bien sûr. oui, oui, oui. Et puis, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que les orques, c'est ceux qui tuent, je crois, Mais que c'est c'est ça. énormément d'humains, donc c'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est pas sympa. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a ce côté, quand on est en phase maniaque, on a ce côté, tu peux convaincre tout le monde et puis tu as les idées qui diffusent. Et non seulement tu te dis que tu peux et tu peux. Et pourquoi? Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est que dans la folie, hein, pour parler d'un terme vraiment banalisé, il y a du génie, quoi. Ça on le dit souvent, il y a un peu un brin de génie dans la folie, mais je veux dire, il y a vraiment dans la maladie, si on veut parler autrement, la crise maniaque bipolaire, euh, il y a, il y a un moment quand même, hein, et je sais pour en avoir parlé avec d'autres personnes atteintes de ce trouble, il y a un moment où tu atteins quand même comment dire, tu as accès à des connaissances, à une facilité de penser. Moi, je sais que j'ai écrit des poèmes hyper vite une fois et qui n'étaient pas si mal que ça, si mauvais que ça. Je les ai fait lire et tout après. Les trucs écrits en un quart d'heure, quoi. Alors que d'habitude, il me faut beaucoup, beaucoup plus de temps. Enfin, ça, c'est un petit exemple. Mais voilà, bon, après, le problème, c'est que là, après, on bascule. Après, parce qu'on va aller encore plus haut pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, si c'est pas plus intéressant, si on n'est pas tout puissant de notre côté. Et, et c'est là qu'on se bourre, c'est là qu'on se plante. C'est ça. Et en fait, mais ça a été déterminé, hein. Il y a eu pas mal d'études et ils montrent notamment que, par exemple, sur les poètes qui ont une réussite significative, la proportion, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais grosso modo, c'est peut-être allez, 2% de la population qui est bipolaire. Et dans les poètes qui ont réussi, il y a c'est 90% de personnes bipolaires. C'est Ah genre ouais, quasiment tous les, c'est tous les poètes. énorme, Non, mais énorme. c'est, mais tout ça pour dire que, ouais, il y a un côté qui est hyper content et toujours d'avoir envie de jouer avec la ligne, en fait. C'est Et ça. pour ma part, pour moi, ça fait partie de l'acceptation, en fait, de prendre les médicaments et le fait que, oui, tu vois, moi, c'est comme ça que je me le dis, c'est que je vais avoir des humeurs qui vont changer parce que je suis différent et je vais avoir des phases un peu plus up, un peu plus down, et c'est comme ça. Et mon cerveau fonctionne légèrement différemment. Maintenant, c'est réussir à se dire, OK, mais te laisse pas emporter, et comment tu fais pour pas te laisser emporter et moi, j'ai un plan d'action qui est hyper. Parce que bah, je suis un peu plus jeune que toi et donc j'ai pas encore cette expérience aussi du vécu, parce que je pense que ça aide hein, avec le temps et de se dire, OK, là, je commence à partir, arrête tout de suite parce que sinon, ça va être la cata, quoi. Et j'ai des petites règles, mais en même temps, ouais, c'est sûr que c'est tentant. Mais c'est ça, c'est de trouver son équilibre, en fait, si j'ai envie de dire ça. C'est que, en fait, faut pas non plus tout le temps être. Je pense que d'être 100% dans le contrôle, c'est pas toujours bon. Et il faut aussi, de temps en temps, ok, tu as envie, je sais rien, de faire un voyage, ok, il y a un décalage horaire, mais c'est gérable. Enfin, fais-le quand même. Des fois, je pense que d'être trop frustré, c'est pas bon. Je crois pas vraiment au concept du moine abouti, mais c'est un peu comme, je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut être vigilant et pas, tu vois, constamment à se bloquer, être frustré, voilà. Non, non, on peut. Et puis il y a des adaptations à mettre en place. Voilà. On est au courant qu'il y a un certain décalage horaire, voilà. Ben, tu dormiras plus soit avant, soit après. Puis si tu peux pas, tu as peut-être un cacheton qui te permet de te poser un peu. Voilà, donc on est obligé de faire comme ça. On est obligé de faire comme ça, de faire avec sa bipolarité. Comme quand on dit, j'en parle aussi à la fin du contexte, je dis je suis pas bipolaire,
ce fameux je vis avec des troubles bipolaires. Je suis pas une pathologie, comme on n'est pas le diabète, on n'est pas le cancer, savoir quoi d'autre. Donc voilà. Ouais. Ah non, on est des personnes avant d'être des personnes bipolaires. Bon, ça, y a pas photo. Mais c'est vrai que, tu vois, enfin, si tu écoutes le podcast, c'est vrai que je trouve que c'est des vraies questions à se poser. Et c'est là où j'aime bien justement parler avec des personnes bipolaires, parce que tu peux parler de ces sujets-là et tu vois, on s'est tout de suite compris, quoi. Alors qu'on en parlerait des fois même avec un psychologue ou un psychiatre, je sais pas s'ils comprendraient tu vois, le truc de l'avoir vécu. Je pense que pour avoir échangé avec des infirmières psychiatriques, psychologues, enfin bon, infirmières, non, c'était une infirmière aussi. Euh, bon, ils sont habitués, tu vois, de voir les gens délire. Ok, donc, moi une fois, j'ai été amené à l'hôpital à Laptorno, à côté de Bordeaux, il y a longtemps. J'étais en pleine crise et l'infirmier psychiatrique me dit, vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur Abolo? Ben, je lui dis, ben oui, je sais, c'est parce que je suis délirant. Donc effectivement, eux, ils voient ce côté-là, ils voient ce côté-là. Donc ouais, c'est assez rigolo quoi finalement, de fait que nous on se comprenne et voilà. Et le but de ta démarche, je suppose, et c'est aussi le but de la mienne, euh, sur le plan artistique, c'est de m'ouvrir à plus de monde encore. C'est-à-dire, ok, c'est bien, tu vois, de parler. Alors, en entreprise, c'est super aussi. Mais c'est bien, dans mon cas, d'en parler à des gens qui sont concernés, des gens qui sont professionnels de santé. Donc, ça leur donne un angle. Ça, ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit, nous, en général, on nous voit comme des gens qui prescrivent des médicaments et qui enferment les gens, quoi. Donc, et les malades, ils les voient comme ça aussi. Donc, le fait de proposer, dans mon cas, ce que je propose, euh, ça m'enchante et peut-être que ça aide, je pense que ça peut aider. Et ça peut informer les gens qui n'y connaissent rien, quoi. Bon, après, je suis pas à l'abri d'être traité si un jour ça se sait. Si un jour on m'appelle Jésus dans la rue, je vais te dire, Clément, c'est mon plus grand rêve depuis 20 ans. Ça a alimenté tous mes délires. Donc, ça serait quand même une belle ironie du sort, quoi. Voilà. Mais de toute façon, c'est un peu ça, tu vois. À un moment, on fait ce qu'on peut au niveau où on est. Mais déjà, je pense que c'est tellement important de lever le tabou parce qu'il y a vraiment, tu vois, le fait d'en rire. Moi, je me rappelle, j'avais fait du bénévolat il y a assez longtemps d'une association qui s'appelle l'Arche et qui aide les personnes qui sont trisomiques. Et en fait, je me rappelle, on parlait un peu, etc. Et on parlait des humoristes. Et en fait, ils adoraient les humoristes qui faisaient des blagues sur les personnes trisomiques et qui se Ah, foutaient des personnes trisomiques. Et ils disaient, mais en fait, on se fout de nous comme on se foutrait de n'importe qui d'autre. Et en fait, on apprécie parce que ça nous rend normal, en fait. Comme ouais. on pourrait se foutre de n'importe qui. Et justement, ils aimaient le fait que, en fait, voilà, tu vois, fine, et on y va, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette mentalité-là. Et, et peut-être qu'un jour, ça va prendre du temps, hein, mais que on arrivera à un niveau d'acceptation et justement de déstigmatisation où bah, ce sera normal, tu vois, de faire une blague. Et moi, j'aime bien les humoristes qui se foutent de tout le monde. Après, c'est perso, hein. Ouais, oui, non, mais pareil, j'adore les humoristes. Là, ça, tu me fais penser, c'était Desproges, tu sais, le monsieur Pierre Desproges, c'est un vieil humoriste. Mais alors, si je t'invite à te renseigner sur ce qu'il a fait, Pierre Desproges. Euh, il avait le cancer et il se moquait lui-même sur scène de son cancer. C'est une force, et là, je te parle de ça, c'est dans les années, je sais pas, 80, tu vois, 75, 80. Donc, ouais, peut-être un peu plus tard. Voilà, oui, oui, mais oui.
Et comment s'appelle là, ce film, un petit truc en plus de Artus. Je l'ai pas vu celui-là, mais Tu on l'as m'en pas parle. vu, mais ça me fait penser à ce que tu m'as raconté sur les personnes qui sont prisonnières. Oui, oui, oui. C'est, ça vaut son pesant d'or. C'est très bien traité et avec certains comédiens qui sont atteints de trisomie. Donc, il a poussé le truc assez loin, comme à l'aube du sixième jour. Je sais pas si tu avais vu. Sauf que là, c'est un groupe. Ben, là, il y a pas mal de films comme ça qui sont très intéressants. C'est vrai que je suis tellement dans la bipolarité toute la journée que je regarde pas toujours les trucs, genre les films et tout ça. Mais après, voilà, je pense qu'il y en a plein de super et c'est important pour moi. Ça fait partie justement du combat un petit peu parce que on a peur d'en parler, parce que c'est tabou, bah ensuite on est dans le déni et puis on refuse en fait d'avancer vers la stabilité. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, enfin moi que j'ai rencontré qui et je me rappelle, bon, je ne citerai pas son nom, mais d'une fille que j'ai rencontrée qui c'est génial, hein, et clairement elle m'a dit ouais mais j'ai envie de kiffer quoi, j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de... et je peux la comprendre tout à fait. Elle fait son propre chemin. Mais bon, tu sais que statistiquement, enfin, j'espère que vous me trompez, mais il y a des chances que, hélas, bah, elle reparte dans une phase dépressive un peu difficile, par exemple. Ouais, ouais. Et oui, bah oui. Après, tu peux épauler les gens, tu peux les embrasser dans le sens vraiment du terme, les prendre dans tes bras, tu peux les conseiller, les accompagner, mais tu peux pas faire pour eux. Hein. Quand tu parles de déni, ouais, c'est vrai que je l'avais pas évoqué non plus, le déni. Évidemment, on passe tous par une période de déni, mais il faut la traverser, cette période-là de déni qui peut durer longtemps. C'est pour ça que c'est le temps qui fait les choses, comme on dit, c'est qui dit les choses aussi. Donc, être patient, encore une fois, hein, c'est ce qu'on est, non? Ouais. Je pense que ça, c'est un truc qu'on apprend. On apprend la patience, on apprend la résilience. Et le fait d'avoir vécu bah, toutes les histoires, je trouve que ça, c'est intéressant dans notre vécu, justement, ce qu'on peut aussi apporter. Moi, je dis toujours que dans le travail, dans la vie perso, etc., enfin, on apporte quelque chose de différent. Et c'est génial parce que le monde serait triste s'il n'y avait pas justement cette différence, s'il n'y avait pas cette manière de réfléchir différente, cette émotion. Et je le pense dans la vie perso, mais je le pense aussi dans le travail. Tu vois, je pense que moi, je le vois dans ma manière de travailler. En fait, tu vas oser certaines choses que d'autres n'oseront pas. Tu vas réfléchir à des choses que d'autres ne pousseront pas. Et ça, c'est un truc, moi, c'est l'un de mes combats, hein, de faire prendre conscience au monde de l'importance qu'on peut avoir et ce qu'on peut apporter avec notre différence. Tu sais, à l'époque, on a fait beaucoup d'études qui démontrent que les sociétés où il y a une diversité entre hommes-femmes sont plus productives et gagnent plus d'argent. Et en fait, moi, j'adorerais pouvoir démontrer que s'il y a plus de neuroatypiques, donc de personnes bipolaires, etc., bah, pareil, ça améliore les choses. Mais il faut réussir à permettre au monde déjà de lever le tabou, lever la stigmatisation, pardon, et ensuite d'apprendre à travailler avec des personnes qui sont différentes. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à faire encore. Mais c'est un truc qui me tient à cœur parce que lorsque tu arrives à bien travailler avec une personne justement bipolaire, tu peux faire des trucs géniaux avec eux parce que ils ont une capacité à faire des choses qui seront différentes en fait. Ouais, complètement, complètement. C'est un beau rêve, on va dire, parce que bien qu'il soit tout à fait réalisable, mais c'est un beau rêve. Encore une fois, il va falloir du temps. Et je comprends qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Euh, parce que tu vois, moi aussi dans mon job administratif, qui fait pas rêver, ben je suis aussi authentique, un peu comme je peux l'être sur scène. Et en fait, je suis plutôt sur scène comme je suis dans la vie et et au travail aussi. C'est-à-dire que quand j'ai envie de déconner, ben je déconne. Je fais rire mes collègues et
et puis je travaille quand il faut travailler parce que euh, comment dire, je suis assez, euh, je, je suis assez sérieux dans mon travail. Donc voilà. Et puis un jour, ma responsable, ma N plus 1, comme on dit dans le monde. Alors je savais qu'on était tous des numéros, mais là il y a des chiffres et des lettres. Là. Donc ma N plus 1 me dit, donc ma responsable hiérarchie, me dit, mais Thierry, tu sais, on se tutoie, tu sais, en fait, tu travailles même, c'est pas vrai parce que tu as un handicap ou quoi, hein, mais tu travailles même mieux qu'une personne qui n'a pas de trouble psychique. Alors bon, après, je dis pas que je suis le meilleur dans tout, mais en tout cas, dans ce travail administratif-là auquel elle faisait allusion, voilà, ça lui avait plu. Et la mission a été menée jusqu'au bout. Et j'en étais content, ouais, c'était cool, mais ça n'a pas été évident tout le temps. J'ai eu sur 13 ans, j'ai eu des responsables, mais qui m'ont harcelé moralement, psychologiquement. J'ai été victime de harcèlement, obligé de faire intervenir des spécialistes, tu sais, heureusement, j'étais soutenu par le corps handicap de la fac où je suis. Bon, enfin voilà, les années sont passées. Mais tout ça pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas formés. C'est les personnes auxquelles je fais allusion, ils sont pas véritablement formés au handicap, tu vois. Alors maintenant, on fait de plus en plus de trucs quand même. En fait, tu dois être au courant, toi. Mais, comment ça s'appelle? Premier secours en santé mentale, c'est ça? Voilà. Premier secours en santé mentale. Et, et, euh, et j'aimerais bien participer, moi, pour voir comment ils font. Comment est-ce qu'ils. Franchement, je kifferais d'aller voir sérieusement comment on explique à des gens comment il faut réagir quand ils sont face à quelqu'un qui a un trouble psychique, qui est en pleine crise, quelle qu'elle soit, une décompensation psychique. Voilà. Bon, ça m'intéresserait. Et en fait, le truc, enfin, c'est super bien, hein, les premiers secours en santé mentale, mais on connaît pas mal de directrices des ressources humaines, c'est souvent des femmes d'ailleurs, je dis directrice, mais ça pourrait être directeur. Mais en fait, ils ont trop peu de personnes qui vont leur parler du fait qu'ils ont un trouble psychique, du fait qu'ils ont une bipolarité. Et donc en fait, les gens maintenant commencent à être formés, mais en face, les autres ne disent pas qu'ils ont un trouble psychique. Et donc, en fait, si ça veut fonctionner, il faut que la personne ose en parler et que la personne en face soit formée. Et on commence à résoudre une partie de l'équation, mais pas la deuxième. Mais c'est pour ça que tu es là, et c'est pour ça qu'on est là même à faire le podcast. C'est parce que le fait de déstigmatiser, d'en parler, on a fait justement un article sur comment parler de ta bipolarité à ton, on dit employeur, on ne dit pas N plus 1, nous, on ne savait pas trop, mais parce qu'à N plus 1, je trouve ça vraiment nul. Mais grosso modo, ouais, on le mettra en description. Et parce que c'est un sujet hyper important, en fait. Et comment tu l'abordes, pourquoi tu l'abordes. Et c'est pas simple, mais je pense que c'est. Tu vois, on parlait un peu du travail, c'est marrant, alors qu'on commence sur l'humour, mais au final, c'est quelque chose quand même, pour ma part, qui a été très importante dans ma stabilité. Ça a été le cas pour moi aussi, ça a été le cas parce que bah, je te dis, grâce à ce boulot, grâce au fait que j'ai pu continuer à faire du théâtre, d'écrire, le Confestac, de jouer, euh, j'ai retrouvé une stabilité depuis 8 ans, et ce qui est énorme pour moi. Et je sais qu'il y a 8 ans, j'avais décompensé parce que j'ai perdu un être cher, un cousin, bon bref, qui est mort à l'âge de 50 ans. Et, euh, et en fait, bon, je suis plutôt, en fait, moi, c'est surtout parce que j'ai été marqué par les décès dans ma vie, si tu veux. Et il y en a eu beaucoup. À commencer par la mort de mon père. Voilà, ça commence comme ça, le Confestac. C'est très gai, le truc. Non, mais je l'aborde, genre, ça dure même pas une minute. Justement pour pas tomber dans le pathos, tu vois. Justement pour pas dire, bon, voilà, j'ai perdu mon père, vous vous rendez compte, il a souffert, une leucémie, nanana, nanana. J'aurais pu en dire, tu vois. Mais en fait, voilà, bon.
Moi, je dis, bon, voilà, mon père est mort. Excellente nouvelle, il ne souffrira plus. Mauvaise nouvelle, il va falloir apprendre à vivre sans lui. Voilà, donc je commence là-dessus, et puis après, bon, petit à petit, je pars en sucette, aller filer des pétards, écrire mon livre et voyager en Australie. Ouais, chacun son histoire, chacun, je dis toujours aussi chacun sa bipolarité. Et de toute façon, on avance au rythme où on a envie d'avancer. Et enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est d'expliquer ces histoires pour se permettre et se dire, OK, bah, est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie de faire la même chose? Est-ce que j'ai envie de faire différemment? Et nous, on parle donc, du coup à des personnes bipolaires, mais on parle aussi à des psychiatres pour aussi avoir l'aspect médical, parce que c'est intéressant d'avoir un peu tout. Mais au final, tu vois, ce qui marche le mieux, c'est souvent c'est des discussions entre personnes bipolaires, ce que les gens ont le plus envie d'écouter. Mais du coup, j'y pense, je vais faire quand même la promotion, je mettrai le lien du coup de ton Confestacle. Ah, Je mets je mets Thierry Robelot, tout simplement. Parfait. Donc ça, je mets ça. Et on a une dernière question qu'on pose tout le temps, mais qui n'est pas simple, hein. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? ah, ah, j'ai une baguette magique. Méfie-toi, Clément, méfie-toi. Parce que moi, tu me donnes des trucs magiques, je fais des trucs de fou, hein. Euh, si j'avais une baguette magique, eh ben, je serais tellement fou que je ferais en sorte que les troubles psychiques, la maladie mentale, soient considérés comme un cancer, comme un diabète, comme, je vais même jusqu'à dire comme le sida, hein, parce que ça a été une lutte aussi acharnée pendant des années. Moi, j'ai connu ça j'étais beaucoup plus jeune et voilà, en âge de prendre des risques. Et donc, voilà, la baguette magique, elle me servirait à informer les gens, finalement. Tout d'un coup, tu leur fais changer. Ce que j'essaye de faire quand je suis en Jésus, j'essaye de faire de la télépathie, je vais derrière les gens, les faire, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Eh bien, cette baguette magique, elle me servirait à réveiller les gens de cette manière. Ouais, et c'est très simple, mais au final très compliqué. Et ce qui a été fait sur le cancer, où maintenant tu as un cancer, la plupart du temps, tu en parles à ton employeur et les gens te disent, OK, bon, tu vas t'en sortir et c'est bon, ça va le faire. Et que tout le monde fasse ça avec la bipolarité, ce serait cool, hein. Eh oui, eh oui. Eh bien, c'est ce qu'on fait, nous. On encourage les gens à se livrer, à nous parler de leur histoire et à partager. C'est un très beau mot de la fin, j'apprécie. Je te remercie beaucoup Thierry, et puis bah, n'hésite pas à revenir dans un autre épisode. Je pense qu'on pourrait parler de pas mal de sujets, mais j'essaie de rester dans le timing. Et bah, très vite, et puis bah, voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire quelque chose. Eh bien, écoute, merci Clément. Je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, je m'attends jamais à rien. Et, c'est- et, et je te remercie. Voilà, je te remercie. Hope Stage, c'est ça? Hope Stage, l'espoir. Voilà, on va retenir ça. L'espoir et venez me voir si vous le pouvez. On fait ça, si il y en a suffisamment qui tournent, je sais pas où. Voilà, sur mon site, c'est thierryrebolo.com. Tout ça. Voilà. Il Merci sera à toi. en description. Allez, salut. Salut! Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.